Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Campus Matin, le réseau des INSPE et Newstank, à l'occasion, en ce début d'année, de notre grand événement Think Éducation et Recherche 2023 qui se tient sur 3 jours. On est ravis, je suis ravi de vous accueillir. Je suis Théo Aberbuch, le directeur des rédactions de Newstank et de Campus Matin. Et aujourd'hui, nous avons une grande question devant nous. Devenir enseignant, quelle motivation aujourd'hui? Alors, un thème dont on va évidemment discuter en détail avec nos 4 intervenants que je vous présente dans un instant. Une problématique qui rejoint celle de l'événement Think dont je vous parlais, qui est plus largement sur les raisons d'être de l'enseignement supérieur et de la recherche. Évidemment, la thématique des vocations, la thématique de l'attractivité du métier d'enseignant était au cœur de nos préoccupations en imaginant le programme avec le réseau des INSPE, notre partenaire, avec France Université aussi. Et c'est vrai que l'actualité de la rentrée dernière avait mis le sujet vraiment particulièrement en lumière avec une crise des vocations, en tout cas supposée. On va pouvoir en parler évidemment. Je rappelle juste deux, trois chiffres, le temps que vous nous rejoigniez, que vous vous connectiez les uns les autres. Plus de 185 000 candidats sont finalement inscrits au concours d'enseignement du premier et du second degré cette année. C'est un chiffre qui est en très légère hausse par rapport à l'an dernier, mais en très forte baisse par rapport à il y a 2 ans. Je le rappelle, c'était 254 000 candidats en 2021. Pour remédier un peu à cette crise, un concours spécial de titularisation de candidats a dû être lancé par le ministère de l'Éducation nationale. Donc on voit bien que cette attractivité devient une priorité politique. Elle apparaît, on en entend beaucoup parler. Il y a plein de sujets de fond derrière, la rémunération, les conditions d'exercice du métier, la manière dont il est vu, les valeurs qui s'y associent et la place plus large des enseignants dans la société. Donc on va avoir de quoi réfléchir tous ensemble avec les 4 intervenants que je vous présente maintenant. Je commence par vous, Virginie Laval. Vous êtes la présidente de l'Université de Poitiers et vous êtes aussi investie au sein de France Université. Alors, France Université, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la conférence des présidents d'université. Et vous êtes en charge du conseil qui s'occupe des questions de formation au sein de cette association. Bonjour, Virginie. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous. Je poursuis pour vous présenter Pierre Charéron. Pierre, vous êtes le directeur de l'INSPE de Lyon, donc formateur des futurs enseignants et vice-président du réseau des INSPE en charge de la formation. Bonjour Pierre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Je continue ce petit tour de France finalement, hein, Poitiers-Lyon, pour aller vers Valérie Cabuil, qui est la rectrice des Hauts-de-France et la présidente de la conférence des recteurs. Bonjour Valérie. Alors, il faudra rallumer votre micro, Valérie, parce que là, il a l'air d'être coupé. Bravo, effectivement. Voilà. Bonjour. Ben, on vous entend très bien, ça nous sert de petit test. Merci à vous. Et alors, Damien, je termine avec vous. Damien Chenal, merci d'être là, Damien. Vous êtes le directeur général délégué de l'agence de conseil Insign et vous serez notre pas de côté aujourd'hui, puisque on va y revenir très vite. Votre agence travaille notamment sur l'attractivité des métiers de l'armée de terre et on a eu envie de faire, si ce n'est des comparaisons, au moins d'avoir cette ouverture là. Merci d'être avec nous, Damien. Merci, bonjour. Merci à tous les 4. Et écoutez, pour faire un petit peu un petit tour d'horizon et rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une question simple à laquelle vous serez obligé de faire une réponse simple, même si c'est impossible, à savoir de vous demander à chacun à tour de rôle de me dire, voilà, pour remédier à ce manque d'attractivité du métier d'enseignant, quelle vous semble être la mesure prioritaire qui permettrait d'inverser la tendance? Alors, je reprends mon petit tour comme tout à l'heure et Virginie, je vous laisse nous donner un premier élément de solution directement pour démarrer. Donc, réponse très très courte. Si je dois mettre en avant une mesure qui me semble vraiment importante du point de vue des universités, c'est sans aucun doute la question de la visibilité dès le L1 au parcours préparant au métier de l'enseignement et donc d'envisager une formation sur 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de se projeter quand on est bachelier dans les métiers de l'enseignement. C'est très difficile dans la mesure où il n'y a pas d'informations claires et précises sur Parcoursup. Et donc, de fait, un vrai manque de visibilité et de visibilité. Parfait, merci Virginie. Évidemment, on va revenir sur les solutions que vous proposez. Pierre, de votre côté, du côté des INSPE.
Alors, pour se plier à l'exercice, et je vais aller dans un sens qui vient d'être énoncé, mieux faire connaître. Alors, mieux faire connaître 2 choses. D'une part, le métier lui-même est paradoxalement un métier que tout le monde a eu l'occasion, d'apercevoir ou de percevoir et de fréquenter, mais avec des représentations probablement pas forcément toujours très justes. Et mieux faire connaître aussi les parcours qui permettent d'y accéder sur une logique de continuité sur 5 ou 6 ans, si on intègre notamment les stages. Parfait. Valérie Cabuil. Alors, vous êtes rectrice, Bon, vous moi, ne pouvez pas parler à chaque fois à la place du ministre, hein, mais de temps en temps, mais non, non, je n'oserais pas, hein. Bon, en tout cas, je vais quand même me placer du point de vue de l'employeur, hein. Évidemment, c'est un sujet d'actualité, puisque vous savez qu'on en a parlé ces derniers temps. La revalorisation salariale, quand même, est importante. L'argent ne crée pas les vocations, ne fait pas le bonheur, mais tout de même, l'image d'un métier qui n'est pas suffisamment rémunéré nuit beaucoup à l'attractivité. Et puis, de façon plus globale, certainement, des mesures RH, en fait, une autre manière de gérer notre personnel. Je crois que c'est important. et ben ça, on est en plein dans Je le vais sujet. rentrer dans le détail, hein. Et parfait, merci à tous de jouer le jeu. Et Damien, pour terminer ce tour de table, alors vous, Damien, vous n'êtes pas au ministère de l'Éducation, vous n'êtes pas dans les INSPE, donc vous pouvez vraiment vous lâcher, hein. Je vais faire le gros pas de côté. S'il n'existe pas cette personne ou cette fonction, je nommerais, si j'avais le pouvoir, un directeur ou une directrice des talents et de l'attractivité de l'enseignement supérieur. Et cette personne, je lui donnerais comme mission d'absolument tout remettre à plat et potentiellement tout remettre en question, y compris les processus d'accès au métier, donc de travailler sur ce qu'on dit en marketing, l'offre, c'est-à-dire en fait qu'est-ce que je propose et à qui. Est-ce que c'est à des jeunes? Est-ce que c'est des deuxièmes parties de carrière? Parce qu'aujourd'hui, moi, je crois fondamentalement que de proposer à des jeunes de 20 ans de rentrer dans une institution et d'y rester 40 ans, c'est quelque chose qui est assez compliqué à imaginer pour eux. Je pourrais vous sortir des chiffres sur les études qu'on a, mais aujourd'hui, je pense qu'en fait, un jeune, ça fait même presque potentiellement peur. Et travailler sur les parcours d'accès, la fluidité de ces parcours, de comment se renseigner pour devenir enseignant, etc. Je prends l'exemple de l'Armée de Terre. Aujourd'hui, en 2 minutes, vous prenez rendez-vous avec un conseiller en recrutement sur le site s'engager.fr. J'ai fait le test hier en cherchant sur Google devenir enseignant dans le supérieur. Pendant une demi-heure, je me suis perdu dans les arcanes du web et j'ai toujours pas compris comment accéder à la profession. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et on va parler de cette question de la lisibilité, comme le disaient Virginie et Pierre notamment. Alors, après cette petite introduction, je profite pour dire à nos participants, comme l'a fait mon collègue Xavier Lacroix, de ne pas hésiter à poser des questions au fil de l'eau, à réagir. J'intégrerai le plus possible, et si possible en totalité, vos retours et vos questions qui proviendront de l'onglet. Vous pouvez d'ailleurs voter pour les questions qui vous semblent pertinentes. Ça me fait gagner beaucoup de temps pour savoir ce sur quoi je dois mettre la priorité. Donc, je compte sur vous pour m'accompagner dans l'animation de ce webinaire. Damien, je vous ai laissé à l'écran parce qu'on va effectivement volontairement un peu ouvrir les chakras en parlant de l'Armée de Terre. Alors, vous travaillez sur ce dossier depuis quasiment 10 ans, hein, je crois 8 ans, vous m'avez dit. Donc, il va falloir faire là aussi une synthèse assez drastique. 8 ans. L'Armée de Terre, en préparant ce webinaire là aussi avec le réseau des INSPE, on s'est dit, voilà des gens qui depuis des années communiquent sur leur métier et ça a l'air de marcher. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous résumer la manière dont la problématique a été traitée par l'Armée de Terre pour essayer d'être plus attractive? Alors, je vais essayer d'être court parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens effectivement qui viennent nous voir actuellement en nous disant, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'enseignement n'est pas le seul à pâtir de difficultés de vocation ou de recrutement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on... Alors, je ne vais pas parler de grands phénomènes macro, éco et de comportement, etc., mais déjà aux États-Unis, ils appellent ça la grande démission, parce qu'en fait, on a un phénomène de départ post-Covid qui s'est accéléré, mais qui en fait est uniquement un phénomène de rattrapage, que de toute façon, il y avait déjà une tendance à une fidélité, ça, je veux dire, de moins en moins forte des gens à leur emploi. Il y a eu donc, ce qui fait que ça crée effectivement des mouvements et donc des entreprises ont besoin de renouveler en fait leurs effectifs plus rapidement et donc il y a plus de mouvements, il y a moins d'engagement des gens sur une pérennité dans leur emploi, etc. Sur l'Armée de Terre, c'est comme toutes les forces armées, c'est très spécifique, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que ça fait depuis l'Antiquité en fait qu'il faut lever des armées, que les militaires ont
je veux dire, pardonnez-moi cette expression, mais galèrent pour recruter des gens. C'est-à-dire que c'est pas forcément une proposition de valeur extraordinaire comme emploi en disant, bah, voilà, tu vas prendre un glaive et puis tu vas aller te battre pour défendre voilà, ton territoire, ta nation, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement de la publicité. C'est-à-dire quand on se dit qu'en fait, il suffirait de mettre de la communication, de le rendre visible, oui, ça fait partie du sujet, mais derrière, il y a toute une organisation. Faut savoir que l'armée de terre, mais comme la marine nationale ou l'armée de l'air ont le même type d'organisation, ou les pompiers par exemple, ou la gendarmerie, c'est 104 centres de recrutement, c'est 500 conseillers en recrutement sur le territoire, y compris les Dromcom. C'est toute une organisation derrière, je vous le disais, aujourd'hui vous allez sur s'engager.fr, en 2 minutes vous prenez un rendez-vous, vous l'avez sous 48 heures, quelqu'un qui va vous expliquer en one-to-one, soit en visio, soit directement dans un centre de recrutement, voilà, les débouchés, comment ça se passe, quels sont les parcours, etc. Et après, vous rentrez évidemment en plus dans un parcours où c'est une personne qui va vous suivre et qui ne vous lâche pas. Donc, sont aussi ces conseillers en recrutement-là qui font du terrain, qui vont d'ailleurs dans les établissements scolaires aussi, qui vont dans les salons étudiants, qui vont en fait faire la promotion des métiers. Et effectivement, oui, il y a des campagnes publicitaires qui sont visibles. Oui, il y a une proposition là-dessus, il y a des techniques qu'on utilise, mais je veux dire, ça fait voilà, plusieurs centaines d'années que les forces armées ont toujours eu du mal à recruter. Et donc, de fait, aujourd'hui, effectivement, elles sont plus résilientes que certaines institutions ou même certaines entreprises privées. Hein. On est contactés par énormément d'entreprises privées qui nous demandent de travailler sur ce qu'on appelle la marque employeur, qui aujourd'hui se prennent un mur qu'elles n'avaient pas l'habitude d'avoir en fait il y a encore quelques années. Donc, c'est un phénomène assez récent et auquel finalement les institutions comme l'armée de terre sont beaucoup plus résilientes parce qu'elles ont historiquement toujours eu du mal à recruter. Je ne sais pas si… Alors, ouais, c'est pas mal comme point de départ. Je vais demander aux trois autres intervenants un petit peu alors, de faire le parallèle peut-être avec la manière dont vous avez vu l'envie pour le métier, l'envie de rentrer dans cette filière-là évoluer et peut-être la question derrière des valeurs qui peuvent être mises en avant pour donner envie, pour convaincre que ce métier a du sens. Pierre, on en parlait un petit peu en préparant ce webinaire. Alors, je m'appuie aussi sur les questions qui apparaissent dans la conversation. On est sur une situation, somme toute, assez paradoxale, avec des envies fortes, exprimées très tôt d'ailleurs. Quand on va sur les salons de l'étudiant, on est à renseigner des élèves de troisième, de seconde qui se disent je veux être enseignant et qui posent effectivement la question de la façon d'y parvenir. On a aussi de plus en plus de personnes qui, ayant déjà exercé un premier métier, souhaitent rejoindre ces métiers de l'enseignement avec une idée notamment de pouvoir transmettre ce qu'ils ont appris dans cet autre métier. Et les mêmes questions, bien sûr, apparaissent sur la façon d'y parvenir. Je crois que la question, une des questions qui se pose, elle est très forcément et très clairement liée à l'image de ce métier. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. C'est un métier au fond, auquel tout le monde a été à un moment donné dans son parcours, en étant enfant, en étant adolescent, confronté, et le terme ici n'est pas péjoratif. On a tous été élèves, ce qui automatiquement, et on est pour un certain nombre d'entre nous parents d'élèves, ce qui donne un point de vue sur l'école et un point de vue sur le métier. Pour autant, ça n'apporte pas toujours une image réaliste de ce qu'est ce métier, d'où la nécessité effectivement de travailler. Une autre interrogation, mais c'est celle qui vient d'être énoncée, c'est la question des parcours. Le terme de vocation a été utilisé tout à l'heure par vous-même. Il interroge, je pense, parce que derrière la notion de vocation, on voit immédiatement l'idée de quelque chose qui a toujours été là et qui sera toujours là. Et très clairement, il est probable que, et on le voit avec les étudiants qui nous rejoignent, faire du métier d'enseignant, au fond, un métier comme les autres, avec les mêmes envies à un moment donné de le rejoindre et les mêmes envies à un moment donné d'aller faire autre chose, ça doit probablement faire partie de nos interrogations. Et on revient ici effectivement sur la question inhérente à la lisibilité, à la fois de ce qu'est le métier et de la façon d'y parvenir. Et vous me disiez là aussi en préparant, ça fait écho à ce qu'expliquait Damien, vos étudiants, ils se projettent pas forcément dans des carrières de 40 ans linéaires. Non, très clairement, enfin, ça n'est pas leur préoccupation majeure. Leur préoccupation, c'est d'être correctement préparé à ce métier, de s'y sentir bien, de pouvoir le concilier aussi avec une vie familiale, hein. Je crois que ça fait partie des questions nombreuses qu'ils nous posent. Et également se laisser la possibilité, et sans l'exprimer de façon très claire au démarrage, mais
la possibilité à un moment donné d'opter pour d'autres choix. Et la question des évolutions de carrière, elle se retrouve effectivement relativement tôt dans les discussions qu'on a avec nos étudiants. Merci beaucoup, Pierre. Valérie, je me tourne virtuellement vers vous. En tant que rectrice, Ouais. vous le disiez, hein, l'éducation nationale, c'est l'employeur. Comment vous voyez cette image du métier d'enseignant évoluer? Bon, j'adhère tout à fait à ce qui a été dit précédemment sur cette question. Bon, les jeunes ont été confrontés aux enseignants, se sont fait une image, pas toujours une image positive d'ailleurs de ce métier, et ça a forcément des conséquences. Parfois, moi, je rêverais d'avoir de mauvais élèves qui deviennent profs, hein, parce que en fait, quelque part, on a toujours des bons élèves et notre difficulté scolaire, du coup, on la gère à travers ce prisme, mais c'est parfois compliqué. On a aussi une image quand on dit prof, un professeur des écoles, c'est pas la même vie, c'est pas la même carrière qu'un professeur de collège, qu'un professeur en lycée général avec classe prépa ou qu'un professeur en lycée professionnel. Donc là aussi, on met dans une même boîte des métiers qui sont très différents. Je crois que j'adhère complètement aussi à ce qui a été dit sur la question de la promotion. On a été très longtemps réticents finalement dans le monde de l'éducation nationale à dire qu'on avait besoin de faire de la pub, en fait, de la pub pour notre métier. Ça semblait une sorte de gros mot et impossible. On devait y arriver par vocation, et on ne pouvait pas. Voilà, c'était contraire un peu à notre manière de fonctionner. Je crois on évolue sur ce sujet. Alors, on fait des formes de pub qui ne sont pas vraiment ça, qui sont plutôt de l'accompagnement. Je pense que, par exemple, des cordées de la réussite, où les têtes de cordée sont des INSPE. Donc, en fait, à partir du collège, on accompagne des jeunes qui voudraient devenir enseignants et puis on leur parle du métier, on leur en dit un peu plus, on essaie de les fidéliser finalement dans leur choix. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que les jeunes ne sont pas pareils qu'avant, mais on a besoin des jeunes, mais on a besoin aussi de seconde carrière, ça aussi on l'a réfléchi. On sent bien qu'il y a la question de titulaire, contractuel, on entend parler d'enseignants qui ne veulent pas devenir titulaire parce qu'il y a des questions de mobilité, ils veulent pouvoir sortir du métier, etc. Donc tout ça, il faut qu'on le prenne en compte et je crois qu'on travaille de plus en plus sur essayer de comprendre dans tous les métiers aussi les aspirations des jeunes et des moins jeunes. Ça change beaucoup, le Covid a beaucoup changé les choses. Maintenant, on est un métier quand même de vocation, je pense un métier où on peut se sentir utile et je crois que beaucoup de jeunes et de gens, globalement, ont besoin de se sentir utiles. Donc, on a un élément là qui est là, qui n'est pas que du salaire, qui n'est pas que de la carrière, qui est ce sentiment de pouvoir être utile à la défense de valeurs, à la défense de… Et puis, aux jeunes, en fait, et aux enfants, c'est quand même une utilité qui se voit. Pas autant qu'un médecin, mais plus qu'un trader, quoi. Voilà, on va dire. Merci Valérie. Virginie, je vous laisse rebondir et j'attire l'attention de notre public peut-être sur le changement un peu de positionnement. Les universités, France Université, ces derniers mois, ont fait de l'école un sujet et ça c'est nouveau quand même. Hein. C'est nouveau et c'est essentiel, j'ai envie de dire, parce que je partage tout ce qui vient d'être dit. Je crois que clairement, on manque d'une communication claire, lisible, accessible. Comme l'a dit tout à l'heure Damien, évidemment que les universités sont sur les salons d'orientation, évidemment qu'elles répondent aux questions, et c'est là où on fait le constat d'un manque très clair de lisibilité sur la formation à suivre pour passer le concours, entrer en INSPE et passer le concours. Mais il y a un autre enjeu, et c'est essentiel de mon point de vue, c'est la question de l'image du métier, et on doit y contribuer, nous, universités, par la recherche, et on doit comprendre les raisons qui ont conduit à distendre les liens entre la société et son école. J'ai envie de dire qu'il faut qu'on travaille à retisser et que l'école retrouve la place qu'elle occupait. Et j'ai envie de dire aussi qu'à l'instar de ce qu'on a été capable de faire sur les sciences et la société, il faut à nouveau nous mobiliser pour qu'un grand plan école et société puisse voir le jour. Et c'est la recherche qui apportera ces questions, une recherche pluridisciplinaire qui va éclairer évidemment les attendus, la manière de s'organiser. C'est vraiment essentiel de travailler en ce sens et c'est ce que France Université porte aujourd'hui.
Alors, on va rentrer tout à l'heure dans le détail, hein, vraiment de ce parcours. On a tout de suite vu des questions apparaître, hein, sur le comment je deviens enseignant, comment on peut faire. Damien, je vous ai vu prendre des notes, acquiescer. Il y a plein de choses qui font écho à nos conversations de préparation de ce webinaire, hein, sur les valeurs, sur la lisibilité. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce premier tour de table? Bah, ça me paraît évident. Je vois bien. Alors, c'est là où c'est particulier parce que, par exemple, quand on travaille sur un sujet de force armée, marine nationale ou l'armée de terre, en fait, on a l'inverse de ce que vous avez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'on recrute, enfin, première fois depuis quelques années, depuis 5-10 ans, des jeunes dont même leurs parents n'ont pas fait le service militaire, parce qu'à la fin de la conscription, donc en fait, sur lequel la chose militaire, bon, il y a eu un livre très intéressant de Bénédicte Chéron sur le sujet, qui était le soldat méconnu, et non plus le soldat inconnu, en disant, en fait, finalement, on ne sait pas ce que c'est. Et derrière, ça véhicule plein de fantasmes, parce qu'en fait, ce qu'on en connaît, c'est à travers les émissions, c'est à travers les fictions, les films, etc. À la différence, effectivement, vous l'avez tous évoqué, tout le monde a été face à un professeur, dans le secondaire, dans l'enseignement supérieur, et donc s'est fait sa propre image de ce que c'était. Donc il y a quelque chose peut-être à déconstruire ou à construire ou à réorienter différemment. Disons, ce que vous en avez vu, c'est que la partie visible et l'image que vous êtes fait du métier donc peut-être tout le monde pense connaître le métier d'enseignant, c'est un vrai sujet, alors qu'en fait, peut-être que personne ne le connaît. À l'inverse, maintenant, tout le monde dit « je connais pas les métiers de l'armée ». D'ailleurs, c'est pour ça que nous, dans nos campagnes, on est très sur le quotidien. Parce qu'en fait, le sens suprême, il nous est déjà acquis aussi. Et donc, en fait, on est très sur expliquer, redonner du sens au quotidien du métier. Là où il y a quand même une particularité, c'est que je pense que culturellement, moi, de mes connexions et de mes habitudes de rencontres avec des soldats, avec des officiers, etc., c'est qu'ils ont le sens de l'ambassadeurat de leur institution. Spécifiquement parce que leur statut n'est pas le même, parce qu'ils sont militaires et quand ils se retrouvent face à des civils, etc., ils représentent leur institution, et ça, c'est quand même quelque chose de très important, et c'est dans leur ADN. C'est-à-dire que, en fait, il faut qu'ils soient exemplaires, il faut qu'ils soient des ambassadeurs, chacun est recruteur, d'ailleurs, en réalité, pour sa propre institution, donc doit véhiculer des images plutôt positives, ou en tout cas de pas, enfin voilà, on parlait tout à l'heure aussi du droit de grève, je pense, juste avant, c'est des gens qui se plaignent pas du métier, ils sont connus pour ça, ils se plaignent pas de leurs conditions, ils se plaignent pas de leur rémunération, et jamais en public, voilà, enfin je veux dire, ils ont un devoir de réserve, donc ils n'ont pas le droit de s'exprimer, voilà, publiquement, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc c'est très, donc il y a, effectivement, ça reste très opaque, on se dit souvent la grande muette, c'est un peu caricatural, mais en fait, du coup, il y a une image un peu, peut-être parfois lisse, mais en tout cas, et chacun a conscience que quand il est dehors dans la rue, même à faire une patrouille, etc., il représente l'institution, donc il faut qu'il fasse attention à la manière dont il se comporte, etc., à ce qu'il dit, à leur interaction avec, comme ils disent, des civils. Donc, il faut qu'il rassure. Et là, je pense que c'est très important aussi de dire dans l'ambassade, de parler de l'ambassadeurat. Eux, ils ont une grosse difficulté, c'est qu'ils ont un système de renouvellement. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont structurés. C'est qu'ils ont un impératif de jeunesse que je pense que vous n'avez pas dans l'enseignement. C'est-à-dire que passer globalement, 35 ans, ça commence à être compliqué d'être soldat. Hein, donc, ils renouvellent aussi leurs effectifs. Par exemple, la Marine nationale renouvelle à peu près 10% de ses effectifs par an. Pour vous donner quelques chiffres, en moyenne, dans l'armée de terre, ça doit être 6 ans et demi, 7 ans d'ancienneté seulement, mais c'est volontaire, c'est-à-dire que c'est assumé complètement. Il y a une logique de flux aussi, de dire que c'est un primo-emploi, c'est un premier emploi, mais de toute façon, il faut être capable de courir avec un sac de 35 kilos, donc on gardera pas. Donc il y a tout un système en fait de renouvellement, et le contrat, il est très clair d'ailleurs avec les jeunes quand ils arrivent dans l'institution. Vous ferez pas carrière là. Enfin, si, il y en a certains qui pourront. Si vous le voulez, mais c'est pas forcément le but. Ça sera réservé à une petite partie. L'idée, c'est plutôt de dire que pendant 6 ou 7 ans, vous allez vivre une expérience hors du commun, dans une institution un peu particulière. Vous aurez un statut qui ne sera pas un statut civil. Vous partirez en opération, intérieure, extérieure, etc. Vous apprendrez des choses que vous apprendriez nulle part ailleurs. Ça, c'est un sujet. Et donc c'est la promesse qui leur est faite. Par contre, pour moi, je trouve qu'il y a quand même, si je fais le parallèle, quelque chose de très important, c'est qu'il y a des forces pour l'enseignement. C'est que pour moi, premièrement, si je peux en parler d'un point de vue marketing, vous avez accès à la cible. Ce que l'armée de terre n'a pas facilement, est obligé de dépenser des millions en publicité, voire à essayer de nouer des relations quand même avec certains établissements scolaires, etc. Enfin, je veux dire, ils font des efforts en local pour justement se connecter et essayer d'avoir une petite part de voix en disant si je peux faire une présentation à des élèves
leur expliquer nos métiers, ce serait top. Donc, par exemple, on fait beaucoup de marketing à destination des conseillers d'orientation dans les lycées. C'est quelque chose qu'on a accentué depuis quelques années parce qu'on a besoin de parler aux jeunes, etc., pour leur présenter, justement, démystifier un peu ça. Donc, pour moi, c'est une force, c'est qu'en fait, vous les avez sous la main. Alors Damien, là-dessus, on va faire réagir peut-être, je voyais Virginie et Valérie notamment acquiescer sur peut-être cette idée d'ambassadorat et de présence des étudiants à qui il faut présenter le métier. Valérie, c'est peut-être l'occasion aussi de Virginie, pardon, c'est peut-être l'occasion d'exposer la manière dont vous voyez ce continuum, à quel moment on leur parle du métier et comment on rend ça lisible. Alors, le premier moment où on doit parler du métier, c'est un vrai travail concerté entre le rectorat et les universités. C'est dans le cadre du continuum Bac-3, Bac+3. Et l'information doit commencer dès le lycée et présenter le métier comme on le fait, bien sûr, mais encore plus, peut-être d'une autre manière. Ça me semble vraiment essentiel. On l'a dit, mais je crois que c'est vraiment quelque chose que l'on perçoit des discussions que l'on peut avoir avec les lycéens qui aujourd'hui sont intéressés par le métier. La question qui revient sans cesse, c'est quel est le parcours? Donc, quelle licence je dois suivre? Donc, le premier point, à mon avis, essentiel, c'est inscrire la formation dans un temps long, plus long, 5 ans au lieu de 2 ans. Donc, ça veut dire dès la licence première année. Il faut que cette licence première année elle soit évidemment étiquetée comme telle sur Parcoursup, parce qu'aujourd'hui, la communication manque encore une fois et l'information n'existe pas et on ne sait pas effectivement vers quelle licence se diriger. Alors, quand on veut devenir enseignant du second degré, c'est peut-être plus simple, mais lorsqu'on veut devenir enseignant du premier degré, avec une diversité de compétences, on se pose réellement les questions. Donc, ça, vraiment, ça me semble essentiel. Il faut aussi, me semble-t-il, essayer de repenser les choses de telle sorte que la formation comporte, dès la licence, une vraie appropriation, une vraie connaissance du métier. Bien sûr qu'il y a des compétences disciplinaires et des connaissances disciplinaires, mais il y a aussi la rencontre du métier, la rencontre du terrain, des stages de professionnalisation, plus de stages, rencontrer le futur métier, en faire connaissance, et surtout ne pas enfermer l'étudiant dans quelque chose qui serait tubulaire. Et donc, ça veut dire imaginer des passerelles pour permettre aussi à l'étudiant d'imaginer autre chose. Je crois que c'est clair. Regardons ce qui se passe avec le PPPE, le parcours préparatoire au professorat des écoles. On voit bien que ça marche. Ça attire du monde, bien plus de candidats qu'on offre de place au niveau national. Donc, c'est quelque chose qu'il faut penser en ce sens. En 2 mots, Virginie, le PPPE, là, qui vient de faire d'ailleurs l'objet d'un rapport assez complet sur le sujet, c'est quoi le principe? Qu'est-ce qu'on pourrait en garder? Alors, le principe, c'est une formation qui est portée à la fois par l'université et puis par une classe préparatoire dans un lycée, avec une montée progressive, en fait, dans la formation. Au départ, la première année, l'étudiant est 75% de son temps dans le lycée, 25% à l'université sur une formation donnée, 50 et 50% la deuxième année, et on inverse les proportions la dernière année, mais avec un temps dédié, fléché aux questions du métier à travers des stages qui commencent très tôt et voire un stage à l'international pour la troisième année. Donc, et c'est clairement identifié sur Parcoursup. Ce dispositif-là vous permet de devenir enseignant. Et donc, très plébiscité, et on voit bien qu'on a des candidats, beaucoup plus de candidats qu'on a de places aujourd'hui. Juste pour vous donner l'idée, aujourd'hui, on a 49 parcours préparatoires qui offrent 1572 places et on a un taux de pression de 8,1 candidats. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est attractif. Parce que c'est visible. Le reste, même si, parce que c'est important de dire, les universités, bien sûr, ont mis en place des parcours professionnalisants au métier de l'enseignement. Il y a beaucoup d'initiatives dans toutes les universités, sauf qu'elles ne sont pas visibles sur Parcoursup.
Pierre Charéron pour les INSPE. Merci Virginie. Peut-être un complément, hein. On sait que sur ces sujets-là, France Université et vous êtes, vous parlez souvent d'une seule voix, hein, mais peut-être compléter un peu la manière dont vous, en tant que formateur d'une grosse partie quand même de ceux qui deviennent enseignants, vous voyez cet enjeu de ce qui doit se passer dès le bac et de ce que disait Damien aussi. Vous avez accès à la cible pour les convaincre. Alors, petite précision préalable, les INSPE sont partie prenante des universités puisque ce sont des composantes universitaires, c'est important de le préciser. L'analyse est conjointe, bien entendu, avec France Université sur la façon dont on peut rendre ces parcours plus lisibles et les construire, les réviser le cas échéant. Alors, le parcours PPPE vient d'être mentionné effectivement. Il existe d'autres dispositifs qui ont peut-être une visibilité plus faible, mais qui présentent également des intérêts et pour lesquels, à la fois, il y a besoin d'un inventaire et c'est ce que le réseau des INSPE est en train de s'efforcer de faire parce que c'est une chose qui n'est pas simple ni pour l'institution universitaire ni pour l'institution éducation nationale, c'est un premier point. Et puis, dans ce droit d'inventaire, c'est aussi voir quelles sont les limites, quels sont les intérêts de ces différents dispositifs. Pour autant, je crois que l'enjeu, il est, de mon point de vue, double, du point de vue du réseau double. D'une part, bien considérer que ces dispositifs doivent concerner aussi bien les futurs enseignants du premier que du second degré, parce qu'il est vrai qu'il y a actuellement une priorité donnée sur le premier degré avec des interrogations très très fortes, mais on va retrouver dès maintenant et probablement très très vite des interrogations de même nature sur les enseignants du second degré. On le sait, il existe dans certains champs disciplinaires les mêmes problématiques d'attractivité que celles que l'on rencontre pour le premier degré. Donc cette idée d'un métier d'enseignant du premier et du second degré qui a des compétences communes, elle est très fortement présente dans la façon dont les INSPE travaillent. Le débat, pardon Pierre, pour le dire autrement, c'est est-ce qu'on pourrait recruter des enseignants de premier degré qui auraient fait moins d'études? Alors, je crois qu'il n'y a pas débat de ce point de vue-là, puisque, à ma connaissance, il n'a pas été question de diminuer le niveau terminal d'études qui reste bien au niveau du master. Donc, la question n'est pas forcément celle-là, me semble-t-il, mais plutôt comment garantir que dans le cadre de la formation et du parcours de formation, il y ait bien les éléments communs à tout métier d'enseignant de l'enseignement scolaire. Et on les a mentionnés. La question des compétences, la question de la maîtrise des champs disciplinaires sont bien entendu évidentes. Et la question du contact avec le terrain, pardon pour cette expression, mais qui est également absolument essentielle. J'y en ajouterai éventuellement un dernier, qui est la question de la progressivité de l'entrée dans ce métier, ou plutôt du parcours vers ce métier, qui, de mon point de vue, permettrait de garantir à la fois le moment où le choix peut se faire d'aller vers ce métier-là et la possibilité de se dire en cours de parcours, bah, finalement, ça n'est pas ce que je souhaite faire, ce n'est pas le métier qui me convient et la possibilité de ce fait de changer d'avis. C'est absolument essentiel. Donc oui, pour une question de lisibilité des parcours, dès le baccalauréat, pour que les étudiants qui le souhaitent puissent s'engager à ce moment-là, éventuellement en cours de route par la suite, il existe des dispositifs qui le permettent. Et c'est toute la difficulté en définitive, hein, de rendre les choses lisibles d'une part et souples d'autre part. Mais on est Eh bien oui. sur ce travail-là d'identification, de construction, d'évaluation dans la mesure du possible, pour voir quels sont les dispositifs les plus appropriés. Et le terme, et je termine, qui est que du point de vue du réseau, il s'agit bien de retenir, c'est celui de continuité de formation, de continuum de formation. On parle ici de la formation initiale, ça vaudrait bien entendu, en l'élargissant, à la question de la formation continue. Les INSPE plaident depuis bien longtemps pour l'idée que, effectivement, la formation ne soit pas résumée à 2 années de master MEF, mais qu'elle s'étende bien sur 5 ans, plus l'année de stage qui suit la réussite au concours. Merci beaucoup Pierre. Valérie Cabuil du côté de l'employeur à nouveau sur ces Ouais. filières. Moi, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit au tout début et la comparaison avec les armées et la question des ambassadeurs, en fait, et c'est tout à fait juste. Hélas, on parle souvent du métier d'enseignant, à la fois dans la presse et à la fois les enseignants eux-mêmes, à partir des difficultés
ou des mécontentements, et assez rarement sur finalement la beauté de ce métier, et en quoi ça peut être vraiment quelque chose d'inspirant. Donc, on a besoin de ces ambassadeurs, et parfois dans nos process d'orientation, on a des ambassadeurs de tous les métiers, dont le métier d'enseignant. C'est pas le boulot le plus simple, parce que effectivement, les élèves et les jeunes ont souvent une idée du métier qui n'est pas positive. On a aussi un problème, je crois, d'identifier nos compétences. Vous l'avez dit, un militaire, on a l'impression qu'il sait courir vite, porter un sac à dos, il est courageux, il sait manier des hommes, etc., etc. Donc, on lui voit tout de suite un certain nombre de savoir-faire, de qualités qui sont associées à ce métier. Et si vous demandez souvent à un enseignant, d'ailleurs lui-même, finalement, les compétences, si vous deviez faire un autre métier, qu'est-ce que vous feriez? On a souvent cette réponse qui est « mais je ne sais rien faire d'autre ». En fait, avec cette idée que tout ce qu'on fait dans la gestion de classe, dans la transmission de compétences, dans l'entraînement, etc., n'est pas, en termes organisationnels, etc., c'est pas un ensemble de compétences qui pourraient être valorisées dans d'autres métiers. Donc, on a aussi un défaut d'image de nous-mêmes sur lequel il faut vraiment travailler. Et ça, je dirais presque indépendamment des parcours pour accéder, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant, mais je pense que quand on a envie de faire un métier, on arrive à trouver les moyens de le faire, surtout qu'on a quand même un accompagnement de plus en plus élaboré des élèves dans le process d'orientation, avec Parcoursup, bien sûr, mais même en amont, parce que les images, elles se construisent même en amont du lycée. Ce qui me perturbe toujours un petit peu, c'est quand on fait des petits sondages comme ça dans les classes, premier degré, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On a plein de métiers, on a footballeur, on a vétérinaire, on a prof. Voilà. Quand on va plus loin, lorsqu'on demande juste avant Parcoursup, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? On a peut-être parfois moins ce métier prof qui apparaît. Quoique quand même. Alors, il y a des questions de discipline, et aussi des questions de territoire sur lesquelles on reviendra peut-être, parce que, encore une fois, nous, on est une entreprise à 1 million de personnel, quoi. Donc, on peut dire, mais il y a une grande variété de situations, et c'est à la fois une richesse et à la fois une difficulté. Mais on pourrait aussi le vendre comme une richesse. Donc, je pense qu'on a comme au départ. Vous me disiez aussi, Valérie, que l'idée même d'une direction des ressources humaines, on prenait l'exemple de votre rectorat, parce que vous parliez voilà, c'est énorme, un rectorat. La direction des ressources humaines, c'est tout récent. Excusez-moi, en fait, elle a surtout changé de cible. Elle travaille autrement. C'est une direction des ressources humaines qui ne devient plus uniquement un organisme gestionnaire de carrière au point, au barème, à l'indice, à tout ce que vous voulez, mais qui essaie de vraiment regarder l'accompagnement des carrières, l'accompagnement des gens dans leurs difficultés, dans leur progression de carrière, dans tout ce qu'ils peuvent avoir comme problème ou comme souhait d'évolution. Donc, on est sur une sorte d'évolution qualitative à laquelle, en tant qu'employeur, on n'était pas vraiment habitué. D'abord parce que c'est compliqué. C'est clair que pour 1 million de personnes, je ne peux pas gérer chaque cas individuel. Et pourtant, chaque cas est individuel et chaque cas est en attente, comme dans tous les métiers. Il y a des périodes de la vie, il y a des périodes où on a envie de faire le point, on a envie d'évoluer, et on peut tomber dans finalement le dégoût de son métier ou tout bonnement une forme de lassitude. Et si c'est à ce moment-là qu'on vous demande si c'est bien d'être prof, vous allez dire écoute, finalement, on n'est pas bien notre vie, puis finalement, blablabla, et puis finalement, je ne sais pas où je vais, etc. Donc, on a vraiment ce devoir en tant qu'employeur d'accompagner chacun de nos personnels. C'est une réflexion qu'on mène dans tous les rectorats. Mais je ne vous dis pas qu'elle est simple, parce qu'on a des grands nombres et des grandes diversités de carrières et de profils. Et je pense que pour les entrer dans le métier, il faut quand même qu'on privilégie toutes les possibilités, il faut qu'elles soient toutes lisibles, mais c'est notre boulot en tant qu'employeur de les rendre lisibles, mais il faut qu'elles soient très variées. C'est-à-dire qu'on parle des jeunes qui rentrent, mais les secondes carrières, c'est important aussi, etc.
Valérie, je vous laisse garder la parole encore une minute parce que la dernière question qui a été posée, je pense, c'est vraiment pour vous. Là, on a parlé des enseignants, on a parlé du rectorat et il y a une question sur le rôle des inspecteurs du premier degré. Oui. C'est vrai que c'est dans l'organisation éducation nationale, ils sont très importants. Donc, quel rôle ils peuvent avoir quand ils sont chargés d'une circonscription pour valoriser le métier d'enseignant, peut-être plus largement? Ouais, alors il y a deux types d'inspecteurs. On a les inspecteurs second degré et les inspecteurs premier degré qui font pas exactement le même métier, mais les deux métiers là aussi ont énormément évolué. Moi, je suis rectrice depuis 8 ans. Même en 8 ans, on peut mesurer cette évolution, c'est-à-dire de ce mot inspecteur qui était un peu caractéristique finalement d'une sorte de contrôle. On allait contrôler les compétences, on allait la descente de l'inspecteur dans une classe. Enfin, c'était un truc voilà, vécu comme quelque chose d'angoissant, etc. On est passé à un métier qui est beaucoup plus un métier d'accompagnement, qui doit être un métier d'accompagnement, d'animation, de réflexion, de proximité avec les enseignants. Alors, sur le second degré, c'est vraiment ça. Sur le premier degré, se greffe en plus la question de la gestion d'une circonscription, c'est-à-dire le rôle de responsable hiérarchique aussi des personnels et de relations avec l'extérieur. Donc, deux métiers voilà, qui portent le même nom, mais qui sont un peu différents entre le premier degré et le second degré, qui sont aussi des possibilités d'évolution de carrière pour nos enseignants, parce que nos enseignants peuvent devenir inspecteurs, peuvent devenir chefs d'établissement, peuvent avoir des carrières déjà même au sein de la maison éducation nationale très, très variées, peuvent aussi aller dans des métiers administratifs s'ils le souhaitent. On ne le sait pas assez, mais on a des beaux métiers administratifs aussi et on peut y accéder. On est une petite coupe, ouais. Et puis, bien sûr, ce qui serait certainement bien intéressant, c'est de fluidifier les mouvements entre différents types d'administration ou les séjours publics, privés, etc. Mais ça, on en parle beaucoup, on sait que ce n'est pas très, très simple. Mais c'est vrai que la question d'enfermement dans un métier pour longtemps est toujours quelque chose qui perturbe un petit peu. Ils ne sont plus du tout dans cette idée-là, nos jeunes. Et ils ont l'impression peut-être qu'en devenant enseignants, ils s'enferment dans un profil qui ne va pas les valoriser pour la suite. Et moi, je vous dis juste que, au contraire, ils s'enferment dans un profil qui est super valorisant, ils ont plein de compétences et n'importe qui, moi, vraiment, je serais un patron, j'ai envie d'employer un prof de lycée professionnel qui gère la difficulté scolaire, la diversité culturelle, etc. C'est forcément quelqu'un qui a du punch. Voilà. Alors, qui veut réagir? Damien, je vous voyais acquiescer. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui, mais énormément, parce qu'en fait, pour moi, vous avez complètement raison. Après, toutes les questions que vous posez, c'est des questions que se posent beaucoup d'entreprises et d'institutions depuis le début. Pour moi, vous avez quand même un point qui est très important et peut-être sur lequel il faudrait faire un effort en termes de communication, ou du moins le rappeler, c'est le sens. Mais ça, il vous est déjà acquis. Enfin, je veux dire, par rapport à d'autres employeurs, vous n'avez pas trop à vous poser de questions. Il faut peut-être juste le rappeler, ou peut-être juste le remettre sur le dessus de la pile pour ces fameuses vocations. Et après, moi, juste pour vous donner quelques chiffres quand même, aujourd'hui, un jeune, un premier emploi, alors évidemment, en moyenne, les chiffres INSEE, c'est 18 mois. Donc, on est très loin des 40 ans. Et toutes les études qu'on lit dans le monde des services, donc c'est peut-être un peu plus un parallèle important, des gens qui sont diplômés, donc qui vont avoir un niveau Master 1, Master 2, ne se projettent pas chez leur employeur plus de 3 ans. Aujourd'hui, c'est la moyenne. On est entre... Donc, imaginez, aujourd'hui, vous lui dites, vous allez faire 5 ans d'études qui vont vous amener derrière à signer pour 40 ans dans la même boîte. Entre guillemets, aujourd'hui, je pense que c'est complètement anachronique, en fait, pour un jeune en 2023. Moi, c'est un sujet c'est vraiment, je tiens à poser ça sur le dessus. Et par contre, je vous entends parler beaucoup de formation initiale. Je vous entends parler beaucoup des jeunes qui sont de fait une cible qui est convoitée par énormément d'autres recruteurs. Je ne vous entends pas du tout parler de reconversion. Or, aujourd'hui, on est dans un monde de l'emploi où, à l'inverse, on dit dans le monde privé, entre guillemets, passé 50 ans, de toute façon, vous vous retrouverez au chômage. Alors, en plus, si la durée de cotisation augmente, j'entends pas ça. Aujourd'hui, moi, par exemple, imaginons demain, j'ai plus d'emploi, je fais une grande école, j'ai un niveau Master 2, j'ai un bac plus 5, je peux potentiellement enseigner en sciences de gestion. Et je pense qu'il y a plein de gens à récupérer derrière. Il y a plein de gens qui, justement, ont eu cette crise de sens. On en voit plein dans le monde privé qui, du coup, disent « Non, mais maintenant, je vais aller faire du vin, ou je vais ouvrir un restaurant, ou je vais faire l'agriculture bio parce que j'en ai marre de mon boulot dans un cabinet de conseil, etc. » qui, en fait, peut-être serait utile. La vraie question, c'est votre objectif. C'est absolument d'inculquer aux jeunes qu'être enseignant, c'est bien, ou c'est d'avoir des bons enseignants face à des amphis. Si votre sujet, c'est d'avoir des bons enseignants face à des amphis, peut-être que, quand je parlais d'offres au début,
il y a d'autres voies à trouver et de dire qu'en fait, il y a des ressources qu'on peut aller capter aujourd'hui, qui sont des gens peut-être qui ont plus de 40 ans, 50 ans, etc. et qui, moyennant une formation d'un an ou autre, en fait, pourraient revenir dans un SAS et terminer, pourquoi pas, une carrière dans l'enseignement parce qu'ils ont des choses à transmettre. L'armée de terre, par exemple, assume complètement cette logique de flux. Il y a eu beaucoup de retours et je n'oublie pas qu'elle a aussi ce qu'on appelle la réserve nationale, où elle fait appel à des gens qui font ça en temps partiel, c'est-à-dire qu'en parallèle d'une autre activité professionnelle, ou soit parce qu'effectivement ça aide dans la variable de volume, soit parce qu'ils ont une spécialité toute particulière, par exemple c'est le cas dans la cybersécurité, l'informatique, etc., où les forces armées savent très bien qu'elles ne sont pas compétitives pour faire venir ces gens-là, mais en fait les font venir à temps partiel, et donc voilà, ils ont un grade, etc., ils font un poste de bureau, hein, c'est pas des soldats comme les autres, mais ils font partie de la réserve parce qu'on les trouve utiles à un poste en particulier, ils ont une expertise qu'il n'y a pas à l'intérieur de l'institution. Virginie, Pierre, vous voulez réagir là-dessus, sur ces autres profils à attirer? Alors d'ailleurs, ça fait aussi écho à la manière dont les universités recrutent leurs enseignants dans leur formation, hein, avec beaucoup d'intervenants extérieurs aussi. Est-ce qu'on peut transposer ça? Qui veut réagir? Pierre, Virginie? Je veux bien, mais si Virginie veut la parole en premier, je la lui laisse. Je t'en prie, Pierre. Oui, alors moi je voulais réagir sur un point qui reprend à la fois ce que Valérie Cabul disait précédemment et ce qui vient d'être dit à l'instant. On a mentionné quand même tout à l'heure la question des secondes carrières et la possibilité effectivement d'accueillir ces personnes-là, et la possibilité aussi de garder de la souplesse dans les parcours. Donc la diversité, elle doit bien entendu être présente. Diversité, lisibilité, on est bien tous d'accord sur cette problématique et sur cette logique-là. Il me semble qu'autour de cette question-là, et finalement pour la résoudre, il y a quand même un terme, un concept important qui est celui de compétence. Alors vous parliez de sens et de valeur, je rejoins ce que vous disiez, Damien, sur le fait que les gens qui souhaitent rejoindre l'éducation nationale le font aussi parce que c'est un métier porteur de sens, porteur de valeur, et pour le coup, je crois qu'il y a un accord fort sur ce sens et ces valeurs. Ce qui est moins clair, c'est effectivement les compétences que drainent les métiers de l'enseignement de façon globale. D'une part, la façon dont ces compétences issues d'une précédente activité peuvent être reconnues, peuvent être capitalisées, transformées, ça c'est un premier point, ce qui permet effectivement d'accueillir des gens qui sont en reconversion sans les leurrer non plus sur le fait qu'il ne suffit pas d'avoir maîtrisé un métier pour être capable de l'enseigner. Et ça aussi, c'est quelque chose de particulièrement important. Et puis le deuxième point qui nous paraît fondamental sur cette question des compétences, c'est le fait que pour des enseignants, être en mesure d'identifier clairement les compétences qui sont les leurs, ça leur permet aussi de les valoriser dans leur propre métier, de les valoriser dans d'autres métiers au sein de l'éducation nationale, de les valoriser aussi dans la perspective d'autres métiers hors de l'éducation nationale. Et ça, c'est une vraie problématique sur laquelle le réseau des INSPE, les INSPE et les formations d'enseignants travaillent au quotidien, puisque les formations sont des formations qui sont proposées dans le cadre d'une approche par compétences. La meilleure preuve, c'est que, par exemple, dans le cadre des rendez-vous de carrière qui sont conduits par l'éducation nationale, par les inspecteurs reconnaissent que les étudiants, ou plutôt les enseignants récents, issus des formations qui se sont fondées sur les compétences, maîtrisent mieux le référentiel des compétences et sont plus en capacité de parler au fond de leur métier au travers de cette approche par compétences. Donc on a vraiment une logique de préparation au métier qui doit pouvoir être abordée relativement tôt, de façon à ce qu'elles permettent d'avoir une bonne connaissance de ce qu'est la réalité de ce métier et des compétences qui sont nécessaires pour le porter, et donc pour donner finalement du corps au sens et aux valeurs que l'on portera au quotidien. Virginie, merci beaucoup Pierre. Virginie? J'ai rien à ajouter, hein. C'est vraiment un point de vue que l'on partage. Moi, j'aime à dire et à rappeler que c'est pas parce qu'on est un très bon joueur de tennis que pour autant on est un très bon enseignant de tennis. C'est un métier qui s'apprend. On l'a redit et je crois que c'est essentiel et ça, il faut l'entendre. Et ça me semble tout ce que Pierre a présenté, c'est vraiment le cadre dans lequel on réfléchit aujourd'hui, bien entendu. Donc, rien à ajouter de ce point de vue-là. Peut-être, Virginie, je rajoute une question avant de me tourner vers Valérie Cabul. Est-ce que si on veut diversifier les voies, dans le fond, il faut garder un concours? Parce qu'on rappelle, quand même, il y a un concours pour devenir enseignant. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas là aussi anachronique? En fait, il y a plein d'étapes qui sont compliquées à gérer, je trouve. Première étape, c'est je rentre dans une licence. À l'issue de cette licence,
Je ne suis pas certain de pouvoir rentrer dans un master maître, puisqu'il y a encore une sélection en master. Et puis ensuite, une fois que j'ai ce master, je ne suis pas certain d'exercer ce métier, puisqu'il y a le concours qui est derrière. Donc, une première réponse du point de vue des universités serait de se dire qu'il existe quelque chose qui a montré ses preuves aujourd'hui, ce sont les cursus master en ingénierie. Cursus master en ingénierie basé sur des pratiques pédagogiques innovantes, diversifiées, qui met l'étudiant au cœur de cet apprentissage, l'apprentissage du métier en question, et surtout qui lui garantit une place en master. Donc, il n'y a plus de sélection entre les licences et les masters. Dès lors qu'on a été sélectionné à l'entrée de cycle, on s'oriente vers un master et donc vers un métier d'ingénieur. Eh bien, à France Université, il nous semblerait pertinent de pouvoir appliquer ce modèle sur un cursus master enseignement. Et donc, garantir une place, bien sûr, un travail de concert avec le contenu des master MEF aujourd'hui et des licences. Pour le PE, on sait qu'il existe des licences pluridisciplinaires très à même du futur métier de l'enseignant du premier degré. Est-ce que c'est une manière de faire? Est-ce que c'est une licence disciplinaire sur laquelle on rajoute des compétences nécessaires pour exercer le métier? Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier aspect. Aujourd'hui, par rapport à ce modèle, du point de vue de France Université, c'est évidemment à discuter encore, mais il ne serait pas aberrant de voir et de repenser la place du concours, peut-être à la sortie d'une L3, si on est dans une continuité telle que je viens de la décrire. Les discussions sont encore évidemment en cours et on s'adresse évidemment du côté employeur. Du ministère. Valérie Cabul, si vous avez un scoop, vous savez, hein, je suis toujours preneur, mais bon, c'est peut-être un peu tôt. Ouais, voilà. Non, avant, je voudrais revenir peut-être sur les secondes carrières. Hein, et effectivement, pour nous, c'est une cible. Hein. Il y a ce qu'on appelle le troisième concours. Hein, donc, si on parle toujours concours, donc la possibilité pour des gens qui n'ont pas fait le master MEF, qui sont dans ce process d'aller en seconde carrière vers les métiers de l'enseignement, de passer un concours. Et puis, on a aussi des contractuels qui nous rejoignent. Faut avouer que longtemps on n'a pas été très bon en fait sur ce sujet-là parce que on avait des gens très motivés qui étaient certainement prêts d'ailleurs à se former, etc. Certainement prêts à gagner beaucoup moins que ce qu'ils gagnaient actuellement pour venir chez nous, parce qu'effectivement ils avaient besoin de sens, ils voulaient refaire leur vie de façon très volontaire. Hein. Et on n'était pas très bon sur les reconstitutions de carrière et la valorisation en fait. Donc là, il y a vraiment une réflexion sur ce sujet en ce moment. Bon, c'est important parce qu'on a perdu quand même des très bonnes volontés comme ça. Ceci étant, il est clair que c'est pas parce qu'on est un bon professionnel qu'on est un bon enseignant. C'est tout à fait juste. Ça interroge notre capacité aussi à développer et ça. Même pour les enseignants depuis le début, notre formation continue. Et ça aussi, c'est une évolution dans les académies, puisque toutes les académies ont une école académique de la formation continue. Bon, avant, elles avaient une délégation de formation continue, mais elles ont maintenant quelque chose qui est beaucoup plus identifié, beaucoup plus visible, souvent opéré avec les universités et les INSPE, enfin dans les situations idéales, en fait, on a quand même souvent des liens forts. Hein. Et l'idée est quand même d'avoir aussi une offre de formation qui continue, qui permet à la fois aux secondes carrières d'en profiter et d'avancer en professionnalité, mais aussi à nos professeurs de pouvoir évoluer eux-mêmes et on a besoin de créer cette appétence aussi à la formation continue. C'est pas un sujet sur lequel on est très bon en France. Hein. Je vais pas revenir. Si on pense à notre système, on a beaucoup de mal à avoir une approche par compétence. Maintenant, c'est rentré dans les universités, même et chez nous dans le second degré, dans le premier degré, mais c'est pas venu tout à fait naturellement et pas complètement. On a une petite appétence pour les examens et les concours, avec un peu cette impression que le concours va vous ouvrir finalement la porte pour toute une vie, avec des concours prestigieux, etc. Et on n'est pas non plus excellent en formation continue, que ce soit dans le public ou dans le privé.
C'est-à-dire qu'on n'arrive pas toujours à imaginer que arriver à un diplôme par la VAE, par exemple, c'est tout aussi bien que d'y arriver autrement, enfin, tout un tas de choses de ce type-là. Donc, bien sûr, tout ça, cette sorte de culture qu'on a là, il faut la faire évoluer. C'est important pour créer cette attractivité pour les métiers d'enseignants et pour les faire évoluer. Donc, les secondes carrières, c'est un véritable enjeu, bien sûr, et on y travaille vraiment. Peut-être un rebond là aussi sur ce qui a été dit dans le chat et dont on a parlé aussi, Pierre, en préparant. Là, il y a Elodie qui nous dit comment rejoindre le métier et s'assurer aussi de ne pas être risqué d'être affecté à 3 heures de chez nous quand on a des obligations familiales, etc. Il y a vraiment là. Et Pierre, vous me disiez, je fais le lien avec quelque chose que vous me disiez, vos élèves de Master MEF, ils vont parfois choisir d'aller faire les concours dans le public ou dans le privé. Pas forcément parce qu'ils sont pro-public ou pro-privé, mais parce qu'ils se disent que, par exemple, dans le privé, il y aura peut-être un petit peu moins de contraintes en termes de carrière, si j'ai bien compris. Hein. Donc, cette question-là, de la facilité de faire passer sa carrière, c'est quelque chose que vous voyez très fortement, Pierre ? Oui, c'est une certitude. Hein, les interrogations, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la compatibilité entre une vie personnelle et une vie professionnelle. Les contraintes que la vie professionnelle peut faire peser sur la vie personnelle, elles sont présentes et elles sont présentes très tôt. Et elles conduisent, alors sans faire de généralisation, elles conduisent de la part des étudiants à des formes de stratégie, de passer les concours ou de ne pas les passer, d'être recruté comme contractuel, d'aller passer plutôt les concours de l'enseignement privé que les concours de l'enseignement public. C'est une réalité et il faut faire avec, et il faut en tenir compte dans la façon dont on raisonne, c'est une évidence. Je me permets aussi de réagir sur la question qui était posée tout à l'heure, au fond, concours, pas concours, il n'appartient pas aux instituts de formation de le décider. Par contre, ce que tous ensemble, je pense, on a à prendre en compte, c'est le fait qu'il y a des positionnements et des stratégies vis-à-vis de ce concours. Ce sur quoi, par contre, le réseau a essayé aussi de réfléchir, c'est au fond une forme de stabilité déjà du modèle, parce qu'il est quand même démontré à l'échelle internationale que les modèles de formation, d'orientation, par leur stabilité, garantissent aussi une lisibilité et une appétence. Donc ça, c'est un point important. Donc un système qui a tendance à varier est plutôt défavorable à l'attractivité. Ça, c'est un point qui doit être pris en compte. Quant à la question du concours et plutôt de sa position, la crainte qu'émet le réseau des INSPE, c'est celle de la dissociation entre le premier et le second degré. On en a déjà parlé tout à l'heure, et les effets que pourrait avoir le déplacement d'un concours de recrutement des professeurs des écoles en licence, alors que le concours de recrutement des professeurs de collège et de lycée resterait à la fin du master. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le fait que le concours a été réformé, l'a été de façon assez forte pour mieux reconnaître finalement la partie professionnelle de la formation, et donc mieux intégrer les logiques métiers. Si ce concours remanié joue pleinement son rôle, il doit normalement effectivement permettre à des étudiants qui ont fait ce choix de s'engager vers les métiers de l'enseignement, de se frotter finalement au métier assez tôt, d'être en quelque sorte avantagés par ce type de concours. Donc le concours, du point de vue du réseau, doit de toute façon jouer pleinement ce rôle-là. La question qui se pose aussi, c'est comment est-ce que dans le cadre d'un concours qui resterait par exemple en Master 2, il y aurait possibilité d'en renforcer encore cette reconnaissance d'un engagement, avec la possibilité pour des étudiants qui se seraient engagés sur une voie par apprentissage par exemple, de bénéficier dans le cadre du concours d'un certain nombre de facilités en quelque sorte. Et on revient ici sur ce que disait tout à l'heure Virginie Laval, ce qui est au fond la sécurisation de ce parcours vers les métiers de l'enseignement, à partir du moment où les gens auront fait le choix d'y entrer, pourquoi pas dès la licence 1, avec une forme de garantie d'y parvenir. Cette garantie, elle peut être donnée par différents moyens, l'adaptation du concours en fait partie notamment, mais en tous les cas, la possibilité que tôt ou au moment où les gens font ce choix, ils puissent se dire c'est bon, j'y vais, je confirme ce choix par un contact avec le métier, et une fois que c'est confirmé, je sais que je vais pouvoir aller au bout, que le système me le permettra. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel le réseau des INSPE travaille de façon très très forte. On le fait en lien avec France Université. Il y a différents modèles, différentes hypothèses qui sont sur la table. Celles que nous portons, alors elles sont plurielles, hein, c'est effectivement l'idée que ces solutions soient des solutions
pleinement compatible avec les modèles universitaires de formation. Ça, c'est très, très important parce que c'est aussi, du point de vue du réseau, la garantie pour des étudiants d'entrer dans ce système au moment où ils le souhaiteront et en jouant sur la diversité, mais aussi la possibilité de bénéficier de passerelles vers des métiers qui ne seraient pas les métiers de l'enseignement si le choix initial était revisité. Donc, on est dans une phase où il y a... Pardon. Cette idée, c'est peut-être ce qu'on voit dans les formations médicales, paramédicales, où on va avoir la possibilité de tenter médecine, mais aussi de retomber sur ses pieds maintenant avec de nouveaux types de licences, des choses comme ça, quoi. Alors, il n'y a pas de modèle totalement arrêté à ce stade-là, et on le voit bien, les acteurs réfléchissent pour pouvoir effectivement faire des propositions, faire des offres, et faire en sorte que ce modèle-là, ou le modèle qui émergera, ou les modèles qui émergeront, soient pleinement compatibles avec les logiques qui sont en place dans les formations de type universitaire notamment. Universitaire. Pour éviter les logiques d'enfermement dont Valérie Kabuhl disait que, effectivement, être enseignant, c'est opter pour un métier passionnant, mais le fait de craindre de s'y enfermer, ça peut être un frein. Ça n'est pas la logique, hein. On ne s'enferme pas dans le métier d'enseignement, on s'y enrichit, mais il faut que ce soit matérialisé aussi, cette possibilité. Virginie, vous voulez réagir? On arrive dans les 5-10 minutes de la fin de notre webinaire, donc on va bien faire tourner la parole. Virginie, Valérie, et puis Damien, on revient vers vous. Allez-y. Merci beaucoup. Moi, je souhaite vraiment réagir à ce qui vient d'être dit sur la question de la stabilité du modèle. Je crois que s'il y a bien un espace où les réformes se sont succédées sans jamais se stabiliser, c'est bien la question de la formation des enseignants. Et c'est un enjeu. C'est un enjeu à la fois pour les collègues qui travaillent au quotidien pour porter cette formation. Donc, je vous rappelle, en l'espace de quelques années, nous sommes passés des IUFM aux SP à l'INSPE aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, fort du constat des difficultés que nous rencontrons, on re-questionne encore le modèle. Je crois qu'on a tous intérêt à gagner, à stabiliser un modèle qui soit pérenne et qui permette vraiment de redonner du sens à ce qu'on se fait tous pour ce métier d'enseignant. Vraiment, je souhaite vraiment insister sur cela. Effectivement. Valérie Kabuhl. Ouais, moi, je voudrais revenir sur un sujet que vous avez évoqué, mais très rapidement, sur la question de la mobilité et finalement des choix de vie des enseignants et des jeunes en particulier, parce que c'est un véritable souci pour nous, cette question de mobilité. On est quand même au tout départ un service public et un service public très particulier, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au dernier kilomètre. Quand il reste plus rien, il y a encore une école. Enfin, en général, du moins, on essaie que ce soit comme ça. Ce qui veut dire qu'on peut demander à un jeune homme de 25 ans d'aller dans un tout petit village au fond des Ardennes, où il va être effectivement loin de tout, de ses copains, etc. Et ça peut rebuter. Surtout que on a des académies, et ça, les bruits circulent, où quand on y rentre, on n'en sort pas facilement, parce que n'oublions pas que nous sommes un service public. Nous devons mettre un professeur devant chaque classe. C'est notre raison d'être, en fait, en quelque sorte. Et on est écartelé. Et finalement, entre ça, cette chose qui est notre mission, et puis notre souci, évidemment, d'avoir une vraie politique RH qui fait que les gens sont bien là où ils sont. Et s'ils sont bien là où ils sont, évidemment, ça se ressentira sur la manière d'exercer leur métier. Donc, voilà, c'est quelque chose de compliqué et il faut voir l'ensemble des décisions et la manière dont on travaille à l'aune de ces deux points qui sont pour nous parfois souvent presque incompatibles, mais il faut faire un tout avec tout cela. Je ne suis pas en train d'exonérer notre institution de toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer, mais je crois qu'il faut vraiment le garder en tête. Damien, ça vous fait réagir aussi? Oui, bah forcément, parce qu'on a les mêmes sujets. Moi, j'invite Valérie à se rapprocher de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, parce que j'en ai tout à fait l'intention. Vous expliquez très précisément sur la mobilité. Eux, ils ont calculé le temps de trajet au-delà duquel, en fait, par rapport à l'éloignement du domicile familial, auquel ça ne servait à rien de proposer le poste à la personne, parce que de toute façon, elle le refuserait, parce qu'effectivement, eux, c'est sur concours.
Vous avez une affectation, donc tout ça, et il y a un point d'ailleurs d'inflexion hein, qui se situe aux alentours de la trentaine, hein, sur lesquels après l'armée commence à être compliqué à être compétitif en termes de rémunération ou conditions de travail, parce qu'il va falloir être muté tous les 3 ans, il va falloir partir en opération extérieure, etc. pour avoir un meilleur salaire ou pour avoir de l'avancement. Et c'est le point d'inflexion sur lesquels ces métiers-là commencent à être beaucoup moins compétitifs, surtout quand vous avez une conjointe ou un conjoint en fait qui lui est dans le civil et n'a pas ces problèmes-là et est installé dans une entreprise dans laquelle il va rester très longtemps. Donc il y a des parallèles. Hein. Et du coup, j'ai envie de dire, ils assument à mort la logique de flux. Pour moi, je pense que si je parle de mobilité… Un souci avec la logique de flux, vous avez raison, bien sûr. Et je pense qu'il faut… D'ailleurs, nous, on a gagné énormément en visibilité. Ça fait depuis 5-6 ans qu'on demande, et les conseillers en recrutement travaillent aussi sur la reconversion dès le premier entretien. C'est-à-dire, en fait, tu ne vas pas faire ça toute ta vie. Plus longtemps tu restes, mieux c'est. Mais par contre, sache qu'avec tout ce que tu vas apprendre chez nous, voilà comment tu pourras en fait faire bonifier le temps que tu auras passé chez nous, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et derrière, il y aura plein d'autres jobs qui t'attendront et tu seras recherché parce que, etc., tu auras appris ça, tu seras faire la mécanique, tu arriveras tôt le matin, tu seras discipliné, tu seras robuste, tu seras ceci, tu seras cela, et tu seras super employable. Et il y a une vie après l'institution. Et là, paradoxalement, quand on parle à des jeunes et qu'on les projette tout de suite dans, en fait, c'est bon, il y a un début, il y a une fin potentielle et je choisis la date de la fin. C'est moi, si je travaille bien, on va me garder, mais si je veux, je peux repartir. Et on me projette dans autre chose derrière. C'est en fait, paradoxalement, extrêmement rassurant dans une génération qui cherche plus l'emploi garanti, puisque de toute façon, en fait, c'est plus quelque chose de, c'est plus forcément quelque chose de commun. Elle est complètement assumée. Et pour juste terminer, après, moi, je n'ai plus forcément grand-chose à apporter. Je pense que si jamais, effectivement, on fait de la communication ou autre, il y a quand même cette revalorisation derrière le quotidien du sens suprême et dire pourquoi les gens font ce métier et ces 4 heures devant cette classe-là, en fait, qu'est-ce que ça construit globalement pour la nation, quel rôle moi je joue, etc., pour le futur de ces jeunes-là, etc. C'est très important de redonner du sens à ces petits gestes du quotidien, à ces petits, voilà, pour dire en fait, qu'est-ce que vous construisez en fait tous en tant qu'enseignants pour pas rester justement dans enfermé dans la vision de quelque chose peut-être qui perd un peu de son sens, dans laquelle on s'installe dans une routine, etc., comme il y a dans tous les métiers en fait, hein, au final. De toutes petites choses, j'ai fait passer à plusieurs reprises les visuels de ces campagnes, enfin de cette campagne, quelques-uns, hein. Le collectif, l'abnégation, l'excellence aussi. Enfin, c'est des mots qui pourraient s'appliquer tout à fait au métier de l'éducation, hein, croire en soi, voilà, c'est bien, ça, c'est des choses assez universelles en fait, hein. Ouais, complètement. Non, mais on a évolué, hein, on a des campagnes de communication aussi hein, pour notre recrutement, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est venu plus tard que les armées, je pense. En fait, c'est plus récent cette approche communicante qui marche quand même, hein, qui a. Parce que c'est ce que je disais au début, c'est que eux très rapidement, ils ont toujours eu des difficultés de recrutement, donc forcément ils se sont mis en ordre de bataille pour être résilients face à ça. Peut-être un mot pour Pierre ou Virginie et puis terminer peut-être là-dessus. Le profil social ou de genre des gens qu'on recrute. C'est Valérie, je crois, qui disait on pourrait avoir des mauvais élèves. C'est vrai que cette idée qu'il faut que de bons élèves deviennent de bons enseignants, ça réduit peut-être aussi tout simplement la représentativité des enseignants face à la diversité d'élèves qu'ils ont face à eux. Et ça, c'est le rôle en partie des universités sur les salons, ces fameuses cordées, de diversifier les profils. Virginie ? Oui, tout à fait. Hein. C'est quelque chose que l'on encourage vivement à l'université. Il y a un autre volet qui repose un peu cette question. C'est pour moi renforcer l'accompagnement social de celles et ceux qui veulent se préparer à ce métier. Donc aujourd'hui, on a des dispositifs qui existent de type AED, assistants d'éducation, hein, qui sont aussi des formules attractives pour les étudiants. Mais il faut en tous les cas imaginer un soutien aussi social, financier à tous ces parcours, à tous ces jeunes qui souhaitent s'engager dans ce métier. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel les universités sont prêtes à travailler, bien entendu. Pierre, ces AED, ces assistants d'éducation qui peuvent être des futurs enseignants, je crois que c'est un parcours qui plaît bien aux INSPE. Hein.
Alors oui, c'est un parcours sur lequel on a un retour d'expérience qui est positif, hein, à la fois de la part des formateurs et surtout de la part des étudiants, avec un constat qui finalement se rapproche de ce qui a été dit sur le PPPE tout à l'heure, qui est que lorsque les étudiants s'y sont engagés, ils y restent. Et c'est une façon de sécuriser le parcours. Alors de le sécuriser sur le plan financier, parce que soyons réalistes, hein, il y a aussi cette question-là, bien entendu, et elle est au cœur des préoccupations et des hypothèses qui sont sur la table. Et c'est une autre façon, une parmi les nombreuses façons d'y parvenir. Donc c'est un modèle effectivement qui gagne à être analysé, évalué dans ses effets, et qui, pour le coup, s'intégrant parfaitement dans les logiques universitaires, correspond bien à la façon dont le réseau des INSPE voit les choses. Si je reviens un tout petit peu en arrière, et ce sera mon dernier mot, hein, sur la question qui était posée quant au profil des étudiants, il est clair qu'on aura du mal à aller vers un métier dont on a une image dégradée parce qu'on y a vécu, dans l'environnement qui porte ce métier-là, une expérience négative. Donc des élèves qui ont été en souffrance à l'école, c'est assez logique, me semble-t-il, qu'ils ne s'orientent Qui pas vers viennent le là. métier de l'enseignement. Donc il y a de toute façon un travail à faire et qui est colossal sur la façon dont l'école, dans son ensemble, hein, permet aussi à ses élèves d'y être en confiance, et du coup de sortir de ce statut-là pour pouvoir s'y engager. C'est aussi le travail des INSPE et du réseau, mais des universités de façon plus globale dans les parcours de licence qui orientent vers les métiers de l'enseignement, de montrer que finalement ce métier-là, c'est un métier qui s'apprend, et que même si l'expérience à un moment donné a pu être pas très bonne, il est possible de reconstruire des choses positives vis-à-vis de l'école. Donc c'est un engagement qu'on tient, c'est un engagement fort. Reste qu'effectivement, le public susceptible de s'engager à nos côtés sur ces questions-là, au départ, il est un peu restreint, mais à nous de faire en sorte de l'étoffer, là aussi en jouant sur la question de la sécurisation des parcours qui est vraiment au cœur de nos réflexions. Parfait. Merci Pierre, merci à tous. Alors, on va clore ce webinaire. Anecdote que je trouve assez savoureuse en discutant avec Damien en préparant. Il me disait que l'un des métiers qu'il recommandait finalement le moins l'armée, c'était les enseignants. Ils ne sont pas très enclins à envoyer les jeunes dans l'armée. Mais qu'est-ce qu'on a croisé les regards là, ouvert un peu les deux mondes, et vous l'avez fait tous les quatre avec beaucoup de franchise et beaucoup d'éléments. Donc vraiment, je vous remercie. Comme toujours, je remercie le réseau des INSPE de nous permettre de monter ces webinaires qui sont à chaque fois très riches. Un salut particulier à Mario Cotron qui était dans la salle et qui a répondu, entre autres, hein, c'était pas le seul, mais aux questions, et avec qui on a imaginé ce webinaire, ainsi qu'à Thierry Philippot, l'un des autres chevilles ouvrières du bureau des INSPE. Merci à Virginie Laval pour France Université. Merci à Valérie Cabuil pour les recteurs, les rectrices et l'employeur qui nous a apporté beaucoup d'éléments. Merci à vous, Damien, d'être sorti aussi de votre zone avec nous. Et évidemment, tout ça sera retrouvé sur le plan éditorial sur Campus Matin, sur Newstank. Et puis pour ceux qui peuvent être à Paris demain, rendez-vous à Sorbonne Université sur le campus Pierre et Marie Curie pour notre grande journée en présentiel sur la raison d'être. À très bientôt et merci à tous. Merci. Merci, au revoir.